5h12. Le détroit d'Ormuz. La surface de l'eau paraît parfaitement calme. Depuis le pont d'envol du porte-avions américain, la mer semble presque paisible. La lumière des premières heures du matin se répand sur les trois couloirs maritimes, teintant l'eau d'un argent pâle et froid. Des pétroliers glissent lentement sur les voies de navigation au loin. Des avions de chasse restent enchaînés au pont. Des marins effectuent leur ronde de surveillance. Rien dans ce tableau ne trahit le moindre danger. Le groupe aéronaval de combat américain coupe les eaux du détroit d'Ormuz avec une régularité mécanique. À bâbord, l'Iran. À tribord, Oman. Entre les deux, moins de 60 km d'eau dans sa partie la plus étroite. Un corridor naturel par lequel transite près d'un cinquième du pétrole mondial. Pour les marines du monde entier, ce détroit est bien plus qu'une voie maritime. C'est un point de pression géopolitique, un goulot d'étranglement stratégique, un endroit où les erreurs se paient au prix du sang. Ce matin-là, personne à bord ne sait encore que l'erreur est déjà commise. Pas par les Américains. Par ceux qui les observent depuis les profondeurs. Car à 200 pieds sous la quille du porte-avions, dans les couches froides et sombres du golfe Persique, quelque chose se déplace. 5h12. Détroit d'Ormuz. Dans le centre d'information de combat, le rythme tranquille des opérations de routine se brise soudainement. Un opérateur sonar se fige. Sur son écran, une faible signature acoustique vacille sur le flux sonar passif. Pas fort. Pas évident. Juste une pulsation mécanique lente, enfouie dans le bruit de fond de l'océan. Il se penche en avant. Contact sous-marin possible, dit-il calmement. Aucune alarme dans sa voix. Aucun mouvement brusque. Mais tous les regards dans la salle convergent vers lui. Le signal se stabilise. Cap 147. Distance 19 000 nautiques. Le profil acoustique est faible, mais le schéma est inconfondable. Propulsion diesel électrique. Sous-marin. Le contact avance lentement. À peine 2 nœuds, presque à la dérive, glissant à travers la couche thermocline où les différences de température entre eau chaudes et froides déforment les ondes sonores. Un endroit que les sous-mariniers adorent pour se cacher. L'opérateur note la trajectoire. Puis 5 secondes plus tard, une deuxième tonalité apparaît. Une deuxième trace acoustique entre dans le système depuis une direction différente. Cap 161. Distance 21 000. Une autre signature de sous-marin. La salle devient plus silencieuse. L'affichage tactique se met à jour. 2 contacts sous-marins se déplacent maintenant sur la carte numérique sous le groupe aéronaval. Caps différents. Empreintes acoustiques différentes. 2 sous-marins séparés. Pendant un instant, personne ne parle. Puis la console sonar clignote à nouveau. Un troisième signal émerge du bruit de fond. Plus faible que les autres, mais régulier. Cap 132. Distance 23 000. 3 contacts. 3 sous-marins. Tous en mouvement lent. Tous convergeant vers la même cible, le porte-avions. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'officier de quart étudie la carte tactique sans changer d'expression. Suivez-les, dit-il. Pas de voix élevée. Pas d'ordre brusque. Juste une autorité tranquille. Sur le pont au-dessus, le porte-avions continue son cap régulier à travers le détroit d'Ormuz, traçant un large sillage blanc dans les 3 couloirs de navigation entre l'Iran et Oman. Le navire déplace près de 1,00000 tonnes. Il se déplace comme une ville flottante. Mais sous la ligne de flottaison, il a une faiblesse. Il ne peut pas se cacher. Voici ce que vous devez comprendre sur la stratégie qui se déploie sous ses eaux. Le plan iranien n'était pas le fruit d'une confiance aveugle. Il était le résultat de décennies d'observation, de calculs et de doctrines navales affinées. Les sous-mariniers de la marine iranienne savent exactement ce qu'un groupe aéronaval américain peut et ne peut pas faire. Ils savent que le porte-avions, malgré son impressionnante escorte de surface, destroyers, croiseurs, hélicoptères, est fondamentalement vulnérable à une attaque coordonnée depuis les profondeurs. Les torpilles viennent d'en bas. Et en dessous, les règles changent. La formation en triangle que les 3 sous-marins adoptent n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'entraînements répétés, de simulations, d'études méticuleuses des tactiques de guerre sous-marine américaines. Une attaque à 3 points disperse les torpilles sur plusieurs angles d'approche, rendant difficile pour un grand navire de surface d'esquiver. Le porte-avions ne peut pas tourner dans toutes les directions à la fois. Il ne peut pas escalader suffisamment vite. Chaque sous-marin qui avance est une pièce d'un puzzle mortel soigneusement conçu. Les commandants à bord de ces 3 sous-marins diesel-électriques savent aussi que le détroit d'Ormuz est leur terrain de prédilection. La couche thermocline du golfe Persique est particulièrement favorable aux manœuvres furtives. Les voies de navigation commerciale créent un fond sonore de bruit mécanique qui noie les signatures acoustiques des sous-marins. Et la géographie du détroit limite les manœuvres du groupe aéronaval américain, le forçant à rester sur des couloirs prévisibles. Sur le papier, le plan est proche de la perfection. Mais les Iraniens ont commis une erreur fatale. Ils ne savaient pas que quelque chose les écoutait depuis le début. Quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, qu'ils ne pouvaient pas détecter et qui ne pouvait absolument pas tromper. Maintenant, dites-moi, dans cette situation, 3 sous-marins iraniens en formation d'attaque, un porte-avions américain apparemment vulnérable dans un couloir maritime étroit, de quel côté pensez-vous que l'avantage se trouvait réellement? Commentez avec votre analyse ci-dessous et continuez à lire pour découvrir la vérité. 5h17. À 200 milles au-dessus du golfe Persique, un avion de patrouille maritime vire légèrement vers l'est. Un P-8 à Poséidon. L'appareil transporte l'un des systèmes anti-sous-marins les plus avancés jamais déployés. Dans sa soute de mission, des techniciens commencent à larguer des bouées sonars dans la mer en contrebas. De petits cylindres s'écrasent dans l'eau et déploient des microphones sous-marins. Bouée passive. Bouée active. En quelques minutes, elle crée une grille d'écoute couvrant 60 miles carrés d'océan. Chaque bouée écoute, chaque bouée rapporte. Et soudain, l'une d'elles détecte quelque chose. Un faible rythme d'hélice se déplaçant sous la couche thermale. Le signal remonte instantanément par liaison satellite vers le groupe aéronaval. Confirmation. Contact sous-marin. Puis une autre bouée se déclenche. Deuxième confirmation. Moment plus tard, une troisième bouée illumine le réseau. 3 signatures sous-marines distinctes. L'affichage tactique à bord du porte-avions se met à nouveau à jour. 3 traces rouges avancent régulièrement. La distance se réduit. 19 000. 17. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'opérateur sonar ajuste son casque
et observe les formes d'ondes acoustiques qui grimpent lentement sur l'écran. Le son est maintenant plus clair. Propulsion à basse fréquence. Classe diesel électrique iranienne. Aucun doute. Ces sous-marins ne sont pas en transit. Ils se rapprochent. À cette vitesse, il faudra moins de 40 minutes pour entrer dans la portée des torpilles. Pas d'alarme sonore, pas de sirène retentissant dans les coursives du porte-avions. Mais chaque poste à l'intérieur du groupe aéronaval sait exactement ce que cela signifie. 3 sous-marins, un porte-avions. Et la phase silencieuse de la chasse vient tout juste de commencer. 5h29. Le détroit d'Ormuz commence à s'éveiller. Des cargos poussent lentement à travers les voies de navigation étroites. Des pétroliers glissent à l'horizon. Le soleil matinal monte plus haut au-dessus du golfe Persique, projetant de longs reflets sur l'eau. De l'extérieur, le groupe aéronaval américain ressemble exactement à ce qu'il devrait être. Un porte-avions massif coupant la mer à vitesse régulière. 2 destroyers lance-missiles se déplaçant plusieurs miles en avant. Une autre escorte traînant légèrement derrière. Des hélicoptères stationnés tranquillement sur le pont d'envol. Routinier, professionnel, prévisible. Mais sous la surface, l'océan devient encombré. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'image sonore se précise chaque minute qui passe. Les 3 contacts sous-marins n'ont pas changé de cap. Ils continuent à se rapprocher. Lentement, soigneusement, méthodiquement. De nœuds. À cette vitesse, un sous-marin perturbe à peine l'eau qui l'entoure. La signature acoustique n'est guère plus qu'un murmure. Mais les murmures voyagent loin sous l'eau. Et les capteurs du groupe aéronaval écoutent maintenant attentivement. L'opérateur sonar suit le premier contact. Distance 14 000 nautiques. Le sous-marin reste profondément sous la couche thermocline, là où les différences de température courbent les ondes sonores et créent des poches d'ombre acoustiques. Un refuge parfait. Mais les refuges parfaits n'existent jamais indéfiniment. Une nouvelle mise à jour apparaît sur l'affichage tactique. Le deuxième contact sous-marin ajuste légèrement son cap, quelques degrés seulement. Suffisamment faible pour que la plupart des navires civils ne remarquent jamais rien. Mais dans le système tactique du porte-avions, la géométrie devient évidente. Les 3 sous-marins s'écartent les uns des autres, formant un triangle plus large. L'officier de quart étudie le schéma. Il n'a pas besoin de le dire à voix haute. Tout le monde dans la salle comprend déjà. Il manœuvre en position d'attaque. Un groupe aéronaval est l'une des formations les plus lourdement défendues sur Terre. Radar de surface, patrouille aérienne, guerre électronique. Mais les torpilles sont différentes. Elles viennent d'en bas. Et en dessous, les règles changent. 5h31. L'un des destroyers d'escorte active son sonar à coque. Une impulsion métallique aiguë explose dans l'océan. Ping. Le son se propage dans l'eau comme une onde de choc. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'affichage acoustique se remplit de réflexion lorsque l'impulsion sonar rebondit sur le fond marin et revient. Ping. Une autre impulsion. Ping. Tout sous-marin dans la zone l'entend instantanément. Pour les sous-mariniers, ce son est inconfondable. Ils ont été détectés. À l'intérieur de l'un des sous-marins iraniens, le commandant écoute l'écho dans son casque. Sonar actif américain. Il sait exactement ce que cela signifie. Le groupe aéronaval cherche. Mais il sait aussi autre chose. Ils sont déjà proches, très proches. Il vérifie la distance une nouvelle fois. 9000 nautiques. À l'intérieur du sous-marin, l'équipage se déplace silencieusement dans l'étroite salle de contrôle. Pas de cris, pas de précipitation. Juste une préparation soigneuse, parce que ce moment est exactement ce pourquoi ils ont été entraînés. De retour en surface, le groupe aéronaval commence à ajuster sa posture. Les destroyers s'élargissent légèrement. Pas assez pour alarmer les navires civils à proximité. Juste assez pour resserrer l'écran défensif autour du porte-avions. Sur le pont d'envol, une équipe d'hélicoptères court vers un MH-60 Air Seahawk en attente. L'appareil est déjà ravitaillé, déjà armé. Le Seahawk est l'un des principaux chasseurs de sous-marins de la marine américaine. Sous son ventre se trouve un système de sonar trempant capable de scanner profondément sous la surface de l'océan. Ces pylônes d'armement portent des torpilles légères conçues spécifiquement pour chasser les sous-marins. En quelques minutes, l'hélicoptère décolle du pont. Son souffle rotor disperse les embruns dans le sillage du porte-avions alors qu'il accélère vers l'avant. Dans le cockpit du Seahawk, l'opérateur de capteur observe la carte de l'océan numérique se mettre à jour en temps réel. 3 contacts sous-marins. Distance 8000. Cette distance compte parce que les torpilles lourdes peuvent voyager sur plus de 20 000. Mais à courte distance, elles deviennent bien plus dangereuses. Moins de temps pour réagir. Moins de place pour s'échapper. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'officier tactique étudie les chiffres. 8000. 7. Les sous-marins continuent d'avancer à la même vitesse lente. Pas de manœuvre brusque. Pas de panique. Juste une approche silencieuse. Ce calme raconte sa propre histoire. Ces équipages ne s'aventurent pas accidentellement dans le groupe aéronaval. Ils savent exactement où ils vont. 5h36. Le Seahawk atteint le bord extérieur de la grille sonar. En dessous, la mer s'étend sombre et vide. Mais les capteurs disent autre chose. L'hélicoptère ralentit jusqu'à un vol stationnaire. Le sonar trempant commence à descendre dans l'eau sous l'appareil. Un long câble disparaît sous les vagues. La tête sonar entre dans l'océan et instantanément le système commence à écouter. Un faible rythme mécanique émerge dans les haut-parleurs. Des pales d'hélice. Rotation lente. Une coque en acier lourde se déplaçant dans les eaux profondes. Sous-marin confirmé. L'opérateur de capteur marque le contact, l'un des 3. Mais les 2 autres sont encore là, dehors, encore en train de se rapprocher. À l'intérieur du centre d'information de combat, le compteur de distance chute à nouveau. 6000 nautiques. À cette distance, chaque officier dans la salle connaît la réalité. Ils entrent maintenant dans la portée d'engagement des torpilles. Et quelque part sous les eaux sombres du détroit d'Ormuz, 3 sous-marins iraniens sont presque prêts à tirer. 5h41. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'atmosphère change en un instant. Une pointe acoustique acérée traverse la console sonar. L'opérateur se penche en avant. Pendant une fraction de seconde, le son est à peine distinguable du bruit de fond. Puis, il devient inconfondable. Une signature de cavitation à haute fréquence. Des pales d'hélice tournant bien plus vite qu'auparavant. Pas un sous-marin, quelque chose de plus petit. Quelque chose accélérant rapidement dans l'eau. L'opérateur n'hésite pas. Torpille dans l'eau. Les mots coupent à travers la salle. Chaque tête se tourne vers l'affichage tactique. Un nouveau contact apparaît. Vitesse 50 nœuds. Cap directement vers le porte-avions. L'ordinateur calcule la trajectoire instantanément. Torpille lourde. Puis cela se reproduit. Une autre rafale acoustique. Un second lancement de torpille. Et quelques secondes plus tard, un troisième. 3 signatures de propulsion distinctes s'enflamment sous l'océan.
3 torpilles filant en avant à vitesse de combat. 3 armes sous-marines convergent maintenant vers la même cible porte-avions. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'ordinateur tactique commence à projeter les lignes d'interception. 3 traces rouges surgissent sur la carte numérique. Le temps d'impact apparaît à côté d'elle. 6 minutes. L'officier de quart ne hausse pas la voix. Manœuvre d'esquive du porte-avions. Sur la passerelle, l'ordre atteint le timonier instantanément. L'immense navire commence à virer. Un porte-avions à propulsion nucléaire pèse près de 1,000 tonnes. Il ne peut pas bouger comme un destroyer. Mais même un léger changement de cap peut perturber la solution d'attaque d'une torpille. Le gouvernail s'incline. La proue commence un lent balancement vers tribord. Sous la ligne de flottaison, le sillage du porte-avions change de direction. Même quelques degrés peuvent faire la différence. De retour dans le centre d'information de combat, les traces de torpilles continuent à se rapprocher. 5 minutes d'impact. Pendant ce temps, au-dessus de la surface de l'océan, l'hélicoptère MH6-0R Seahawk est déjà en train de répondre. L'opérateur de capteur entend les signatures de lancement à travers le sonar trempant. 3 bruits de propulsion distincts, 3 torpilles. Il marque rapidement les vecteurs. Mais quelque chose d'autre apparaît sur l'écran. Une signature acoustique plus grande se déplaçant lentement sous le point de lancement. Sous-marin, l'un des assaillants. L'hélicoptère vire brusquement vers le contact. L'altitude chute. Le pilote stabilise l'appareil alors que l'opérateur sonar verrouille la position du sous-marin. Contact confirmé. Plus d'hésitation maintenant. Le Seahawk largue une torpille Mech 54 légère. L'arme tombe de l'hélicoptère et disparaît dans la mer en dessous. Quelques instants plus tard, son moteur s'allume. La torpille commence sa propre chasse sous-marine. De retour à l'intérieur du groupe aéronaval, la réponse défensive continue. 4 minutes d'impact. L'officier tactique donne le prochain ordre. Déployer le Nixie. Le long de la poupe du porte-avions, un câble se déroule rapidement dans l'eau. À l'extrémité du câble, un petit dispositif commence à émettre de puissants signaux acoustiques. Le leurre anti-torpille Nixie. Pour le chercheur sonar d'une torpille, le leurre semble plus grand que le porte-avions lui-même, plus fort, plus proche, plus attractif. Il traîne derrière le navire comme une cible mobile conçue pour détourner l'arme. Un autre leurre se déploie quelques instants plus tard. 2 fantômes acoustiques traînent maintenant derrière le porte-avions. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'affichage tactique se met à jour. La première torpille réagit presque immédiatement. Sa trajectoire commence à courber. Le chercheur verrouille le signal du leurre. L'arme s'écarte du porte-avions et accélère vers le bruit artificiel. Une menace déviée. Mais les 2 autres torpilles maintiennent leur cap. Leur système de guidage reste fixé sur la cible d'origine. 3 minutes d'impact. Le porte-avions continue sa manœuvre d'esquive. L'immense coque trace un arc plus large à travers le détroit d'Ormuz. Derrière lui, les leurres traînent dans le sillage comme des appâts. Au-dessus de l'océan, la torpille du Seahawk se rapproche du contact sous-marin. L'arme passe en sonar actif. Ping. Ping. Chaque impulsion se répercute dans l'eau, cherchant la coque en acier en dessous. À l'intérieur du sous-marin iranien, l'équipage l'entend instantanément. Le bruit d'un chasseur. Une torpille se rapprochant à grande vitesse. Le sous-marin entame une descente d'urgence. Les réservoirs de ballast s'inondent. Le navire s'incline vers le bas, tentant de se glisser sous le cône sonar. Mais le Mach 54 suit déjà. Son ordinateur de bord traite chaque écho, s'ajustant, se rapprochant. De retour dans le centre d'information de combat, la tension monte. 2 torpilles restent. Distance maintenant inférieure à 2000. Temps d'impact moins de 2 minutes. Chaque écran dans la salle affiche la même image. 2 armes entrantes. Un porte-avions. Et à peine assez de temps pour que l'océan décide lequel survit. 5h47. L'océan sous le détroit d'Ormuz explose dans une violence silencieuse. À près de 60 mètres sous la surface, la torpille M54 larguée depuis l'hélicoptère Seahawk verrouille sa cible. Les impulsions sonars actives coupent l'eau sombre. Ping. Ping. Chaque impulsion retourne un écho plus clair. Une coque en acier. Un sous-marin diesel électrique tentant de plonger plus profondément dans les ombres acoustiques en dessous. À l'intérieur du sous-marin iranien, le son est inconfondable. Torpille se rapprochant rapidement. Le commandant réagit immédiatement. Plongée d'urgence. Les réservoirs de ballast s'inondent. Le sous-marin s'incline brusquement vers le bas, descendant vers des eaux plus profondes. L'équipage commence à larguer des contre-mesures acoustiques. De petits dispositifs conçus pour imiter le bruit de l'hélice du sous-marin et confondre l'arme entrante. De minuscules bouffées de bruit se répandent dans l'eau. Mais le Mech 54 a été conçu exactement pour cette situation. Son processeur de bord filtre les échos. Les faux signaux sont écartés. La vraie cible reste. Distance, 200 mètres. 100. Puis une soudaine explosion sous-marine déchire le silence. L'onde de choc se propage vers l'extérieur en une sphère violente de pression. Sur les capteurs du Seahawk, la signature acoustique du sous-marin disparaît instantanément. Plus de rythme d'hélice. Plus de bruit de coque, juste des turbulences. Un sous-marin retiré de la bataille. Mais le combat est loin d'être terminé. De retour en surface, le porte-avions continue sa manœuvre d'esquive. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'affichage tactique se met à jour. 2 torpilles restent. Toutes 2 continuant à foncer vers le porte-avions. Distance 1000. Temps d'impact moins de 90 secondes. La poupe du navire coupe brusquement l'eau, alors que le timonier pousse la manœuvre à sa limite. Derrière le porte-avions, les leurres Nixie traînent dans le sillage, émettant de puissantes signatures acoustiques. La première torpille a déjà mordu à l'hameçon. Sa trajectoire s'incurve, pourchassant le bruit artificiel derrière le navire. Mais la deuxième torpille continue tout droit. Son chercheur n'a pas changé de cible. Il est toujours verrouillé sur le porte-avions. À l'intérieur du centre d'information de combat, personne ne parle. Les chiffres changent chaque seconde. 800 mètres, 700, 600. Au même moment, un autre hélicoptère Seahawk balaye bas à la surface de l'océan. Cet appareil a été suivant le deuxième contact sous-marin détecté plus tôt. Ses capteurs confirment la cible. Un autre sous-marin iranien tentant de se glisser sous la confusion des explosions et des pings sonars. Le pilote vire à gauche et descend en altitude. Cible acquise. En quelques secondes, une deuxième torpille M404 tombe du rack d'armement du Seahawk et disparaît sous les vagues. L'arme s'enflamme et commence sa poursuite sous-marine. Sous la surface, le commandant du sous-marin entend l'impulsion sonar. Ping. Il sait ce que cela signifie.
Une autre torpille le chasse. Le sous-marin vire brusquement, tentant de changer de profondeur et de direction en même temps. Mais les manœuvres sous-marines prennent du temps. Et les torpilles sont conçues pour la vitesse. Le Mach 54 accélère dans l'eau sombre. Son cône sonar balaye l'océan devant lui. Puis l'écho revient. Coque en acier. Cible verrouillée. La distance se referme rapidement. Et quelques secondes plus tard, une deuxième explosion fracasse les eaux sous le détroit. La détonation envoie une colonne de bulles vers la surface. Sur les capteurs du Seahawk, la signature du sous-marin disparaît. 2 sous-marins. 2 détonations. Était disparu. Mais à l'intérieur du centre d'information de combat, le focus reste fixé sur la dernière menace qui subsiste. La torpille finale, distance 500 mètres. Le porte-avions continue de virer. Ses moteurs propulsent l'immense coque en avant, tandis que les leurs traînent derrière comme des bouées de sauvetage. 400 mètres. 300, 200. À cette distance, l'issue sera décidée en secondes. Chaque écran dans le centre d'information de combat affiche le même symbole en mouvement. Une torpille entrante se rapprochant rapidement. Le détroit d'Ormuz est devenu une course entre l'acier et le son. Et quelque part sous la surface, la dernière arme est encore en chasse. 5h52. La torpille finale est maintenant à moins de 200 mètres du porte-avions. À l'intérieur du centre d'information de combat, chaque écran suit le même contact. Une unique signature acoustique filant dans l'eau à près de 50 nœuds, se rapprochant rapidement. Le porte-avions continue sa manœuvre d'esquive. Mais un navire de cette taille ne peut pas distancer une torpille. Sa seule défense est maintenant la tromperie. Derrière le navire, les leurs Nixie traînent dans le sillage turbulent. 2 cibles acoustiques artificielles émettant de puissants signaux dans l'eau, chacune plus forte que le porte-avions lui-même. Chacune conçue pour attirer l'arme à l'écart au dernier moment possible. Sur l'affichage tactique, la trajectoire de la torpille reste stable. Le cap inchangé. Toujours pointé directement vers le navire. Distance 150 mètres. À l'intérieur du centre d'information de combat, personne ne parle. L'opérateur sonar regarde la forme d'onde acoustique monter plus haut. La signature de propulsion de la torpille est claire maintenant. Agressive. Verrouillée. 100 mètres. Puis soudain, la trajectoire dérive. Juste quelques degrés au début. Le chercheur de la torpille commence à dériver vers le signal acoustique plus fort derrière le porte-avions. La trace rouge sur l'affichage tactique courbe lentement, s'écartant de la coque du navire. L'arme change de cible. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'officier de quart garde les yeux sur l'écran. Toujours pas de célébration. Toujours pas de soulagement. Parce que les torpilles peuvent réacquérir leur cible. Distance au lord 70 mètres. 60, 50. La torpille accélère, son chercheur maintenant entièrement verrouillé, sur la signature acoustique artificielle traînant derrière le porte-avions. Quelques secondes plus tard, l'océan détonne. Une violente explosion sous-marine éclate dans le sillage du porte-avions. Une colonne d'eau tourbillonnante explose dans l'air du matin. Des ondes de choc ondulant sur la surface. Mais le porte-avions lui-même continue d'avancer, sans dommage. Le leur a absorbé l'impact exactement comme prévu. À l'intérieur du centre d'information de combat, la trace entrante disparaît de l'affichage. La torpille finale est détruite. Mais la bataille sous le détroit d'Ormuz n'est pas encore terminée. Parce qu'un contact reste. Le 3e sous-marin. Pendant que les torpilles se rapprochaient du porte-avions, ce sous-marin avait tenté de rompre le contact. Sa signature acoustique avait changé de cap plusieurs minutes plus tôt, virant vers le nord sous la confusion des explosions et des pings sonars. Mais les capteurs du groupe aéronaval ne l'ont jamais perdu. Haut au-dessus de l'eau, le premier hélicoptère Seahawk vire brusquement vers les coordonnées mises à jour. L'équipage sait déjà ce qui doit se passer. Le sonar trempant s'abaisse une nouvelle fois dans la mer. En quelques secondes, le système détecte la cible. Un sous-marin en mouvement lent tentant d'échapper à faible vitesse. Le pilote stabilise l'appareil. Contact confirmé. Le commutateur de lancement d'armes est armé. Une autre torpille Mach 54 tombe du Seahawk et disparaît dans l'océan en dessous. Quelques instants plus tard, son moteur s'enflamme. La torpille commence son schéma de recherche. Sous la surface, l'équipage du sous-marin entend les impulsions sonars immédiatement. Ping, ping. Chaque écho devient plus fort. Le sous-marin tente une dernière manœuvre. Plonger plus profondément tout en larguant des contre-mesures acoustiques. Mais le Mach 54 a déjà verrouillé la coque. L'arme accélère. Se rapproche. Se rapproche. Puis, la 3e explosion. Une violente onde de pression déchire l'eau sous le détroit. Quelques instants plus tard, la signature acoustique du sous-marin disparaît de l'affichage sonar. À l'intérieur du cockpit du Seahawk, l'opérateur de capteur confirme le résultat. Contact perdu. Détonation catastrophique. De retour à bord du porte-avions, le centre d'information de combat met à jour la carte avec 3 traces sous-marines. Toutes disparues. 3 explosions enregistrées sous la surface. Le détroit d'Ormuz retrouve le silence. 5h59. Le groupe aéronaval reprend sa formation d'origine. Les destroyers resserrent l'écran défensif. Les hélicoptères tournent en cercle au-dessus de l'eau, scrutant la présence de contacts résiduels. Mais l'océan sous eux est silencieux à nouveau. Pas d'hélice. Pas de torpille. Pas de sous-marin. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'officier de quart entre une dernière ligne dans le journal opérationnel. 3 sous-marins hostiles engagés. Toutes les menaces neutralisées. Le porte-avions continue son cap à travers les eaux étroites du détroit. Depuis le pont d'envol au-dessus, la mer semble à nouveau calme. Des cargos continuent leur lent transit. L'horizon reste dégagé. Rien dans la lumière du matin ne révèle la bataille violente qui vient de se dérouler sous la surface. Mais tout le monde, à l'intérieur du groupe aéronaval, sait exactement ce qui s'est passé ici. 3 sous-marins se sont approchés. 3 torpilles ont été tirées. Et en moins de 40 minutes, la chasse sous le détroit d'Ormuz était terminée. Ce qui est remarquable dans cet engagement n'est pas seulement la rapidité de la réponse américaine, c'est l'architecture invisible qui a rendu cette réponse possible. Le groupe aéronaval ne s'est jamais retrouvé aveugle face à la menace. À chaque instant, depuis la détection des premiers signaux acoustiques faibles au petit matin jusqu'au dernier écho de la 3e torpille, la force américaine maintenait une image de la situation complète en temps réel. Le P-8 à Poséidon au-dessus, les bouées sonars dans l'eau, les destroyers avec leur système à coque, les Seahawks avec leur sonar trempant. Tout cela formait un réseau de capteurs couvrant des dizaines de miles carrés d'océan. Un réseau que les commandants iraniens à bord de ces sous-marins ne savaient probablement pas aussi précis. Ils naviguaient dans leur propre couverture d'informations, confiant dans la discrétion de leur propulsion diesel électrique, dans les propriétés masquantes de la couche thermocline, dans la confusion créée par le trafic maritime commercial dense.
Mais leurs calculs ignoraient la profondeur de la surveillance américaine. Chaque mouvement qu'ils ont effectué, chaque ajustement de cap, chaque changement de vitesse, tout a été capté, enregistré, analysé. Quand ils ont ouvert leur tube de torpille et pressé la gâchette, ils pensaient frapper un ennemi à moitié aveugle. En réalité, ils annonçaient leur propre position finale à un adversaire qui avait ses armes déjà en position depuis des minutes. Ce n'est pas de la puissance de feu qui a sauvé le porte-avions ce matin-là. C'est la supériorité informationnelle. La capacité à voir sans être vu, à savoir sans être su, à frapper avant même que l'adversaire comprenne que la chasse est terminée. Le détroit d'Ormuz a retrouvé son silence habituel. Les pétroliers continuent de glisser. Les cargos avancent sur leur route. La lumière du matin brille sur une eau qui semble n'avoir jamais été troublée. Aucune trace de ce qui s'est passé n'est visible depuis la surface. 3 sous-marins qui avaient plongé sous ces eaux avec confiance n'en sont jamais ressortis. Et le groupe aéronaval américain n'a perdu aucun navire, aucun appareil, aucun homme. Votre avis, après cet engagement, l'Iran va-t-il réévaluer sa doctrine de guerre sous-marine dans le détroit d'Ormuz? Ou est-il en train de préparer silencieusement une réponse encore plus agressive? Partagez votre analyse dans les commentaires. Abonnez-vous et activez les notifications, parce que le prochain dossier classifié sera déverrouillé dans notre prochaine vidéo.